Le CTE, c'est aussi un lieu qui fabrique de nouvelles identités sociales. Et celles-ci, ces nouvelles identités sociales, on pourrait en distinguer deux. J'ai mis l'accent avec cette diapositive sur ce qu'on appelle les sorties guéries. Et dans ce papier-là, vous voyez quelque chose d'extrêmement important. Je vais essayer de le noter pour vous. Quelque chose d'extrêmement important, c'est les certificats de décharge, qui sont en fait ces documents qui deviennent comme des cartes d'identité, qui sont des documents qui confèrent une forme de citoyenneté qu'on pourrait définir comme une forme de bio-citoyenneté aux individus. Des individus qui avant Ebola n'existaient pas pour l'État, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de chômage, rien du tout. Et bien ces gens-là qui ont été malades et qui ont survécu à Ebola, ce qui veut dire pour eux que la moitié de leur famille en général est décédée, que eux ayant survécu sont accusés par leurs parents peut-être d'avoir vendu leurs propres parents, de s'être fait de l'argent sur le dos de leurs parents, dans une logique sorcellaire où au fond, pour appartenir à une société, il faut vendre, il faut donner quelque chose à bouffer à ses co-sorciers, et donc notamment un de ses parents. Donc ces gens-là sont accueillis sur une situation de désocialisation extrême, avec la perte de capacité financière à travailler dans leur champ. Quelqu'un qui a une trentaine d'enfants et 3 femmes, il a une entreprise. Aujourd'hui, il lui reste ses chambres, il n'y a plus personne pour travailler dedans, et surtout plus personne qui veut l'aider pour travailler. Donc ça, c'est un sésame. Pourquoi? Parce que ce certificat de décharge stipule que la personne a été effectivement prise en charge dans un centre de traitement Ebola, qu'elle est aujourd'hui négative, et donc ça lui donne le statut de sortie guérie. En anglais, on les appelle les survivants. Et ces sorties guéries, ils vont, avec cette certificat de décharge, pouvoir intégrer des associations de sorties guéries, par lesquelles ils vont pouvoir avoir accès à des programmes d'aide, de soutien, d'aide économique, de soutien aussi biologique. Il faut savoir que se met en place maintenant en Guinée, mais en Sierra Leone et au Libéria également, tout un ensemble de suivi de cohortes où on va suivre tous ces survivants pour comprendre qu'est-ce que devient le virus Ebola après la guérison et surtout quelles en sont les séquelles. Il y a des séquelles importantes sur les yeux, sur les articulations, des douleurs aussi, des problèmes neurologiques importants. Et donc il y a des programmes qui vont les suivre et qui, entre guillemets, achètent les samples. En gros, à Guéquédou, une prise de sang, c'est 500 000 francs CFA. 500 000 francs guinéens, pardon. Donc vous venez donner votre sang, on vous donne 500 000. Alors ça paraît énorme, ça pose des questions, ça mériterait de la réflexion qu'on ne fera pas ici. Mais en tout cas, pour les gens qui n'avaient plus de ressources, c'est une ressource importante. Encore faut-il que ces acteurs soient mobilisés et organisés pour défendre leurs intérêts face à l'appétit du Wellcome Trust, du CDC, de l'INSERM, qui est en train maintenant de capter et de les utiliser comme une ressource pour faire de la recherche. Alors, on pourrait dire c'est pour faire le bien, mais c'est aussi sur le fond du business sur leur dos. Donc les associations de sortie guérie jouent un rôle important et ce qui permet de justifier aux acteurs leur place dans ces associations-là et l'accès à certaines formes de ressources, c'est ce certificat-là. Donc le CTE n'est pas que une question, n'est pas qu'un lieu de mort et d'ambiguïté, c'est un lieu aussi où on crée de nouvelles identités. Ce sont celles, on vient d'en parler, des personnes malades, mais c'est aussi le cas pour les personnes qui ont été engagées comme professionnels dans la santé, c'est-à-dire tous ceux qui ont, tous ces stagiaires qui sont venus travailler, qui pendant un an et demi ont gagné de l'argent, ont acquis des connaissances, ont acquis un savoir-faire et se sont engagés aussi pour sauver la nation. Il ne faut pas nier cette dimension-là. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont être récupérés dans les systèmes de santé? Est-ce qu'on fera profiter et mettre en valeur leurs compétences? C'est une question qui reste totalement ouverte. Et quand on sait que la plupart d'entre eux étaient des stagiaires et qu'ils ont été très mal vus d'abandonner leur système de santé pour aller travailler dans la CTE, on leur disait « Toi, tu pars manger l'argent d'Ebola, mais tu crois que tu vas revenir chez nous, ne crois pas qu'on va t'attendre. » Ils ont été très ostracisés, alors même qu'ils risquaient leur vie dans leur prise en charge à Ebola. La question du devenir de ces acteurs et de ce qu'on pourra en tirer pour le devenir de la Guinée est extrêmement important. J'aimerais vous présenter maintenant cette dernière image. C'est marqué « Le staff Bagdad mobilise tous ensemble, sensibilisons la population contre le virus Ebola ». Alors le staff, un staff, c'est le nom qu'on donne à ces groupes de jeunes qui depuis au moins 15 ans en Guinée font le politique en Guinée. On parle de staff, on parle aussi de bandes et de gangs. Et par exemple, il arrive encore récemment, la semaine dernière, à Conakry, que des quartiers entiers soient
autogérés par des gangs ou des staffs, des jeunes qui disent on ne veut plus entendre de l'autorité de l'État, on ne veut plus de police ici, c'est nous qui allons gérer l'hygiène, la propreté et le service d'ordre dans le quartier. Donc ce sont des acteurs extrêmement importants dans la riposte, dans une forme de posture morale contre les autorités supposées corrompues. Alors ça ne veut pas dire que certains de ces, quand on parle de gangs, c'est des staffs qui sont devenus un peu, ils font la loi et ils se servent aussi sur la bête. Donc c'est pas forcément angélique. Ce que je veux rappeler ici, c'est l'importance de l'engagement des jeunes, des acteurs complètement oubliés, comme les femmes d'ailleurs, dans la riposte à Ebola, et sur le fait que tout ce dispositif que j'ai essayé de vous décrire, et que je vous décrirai encore plus tout à l'heure si vous me posez des questions, eh bien tout ce dispositif-là, en fait, a complètement exclu les acteurs importants de la société guinéenne, qui étaient les jeunes et les femmes, et c'est au fond, en fait, comme si le dispositif de riposte à l'épidémie d'Ebola s'était fait par l'État contre les populations. Et que la guerre, ça n'était pas simplement comme dans le vocabulaire de l'épidémiologie classique, on parle de faire la guerre au virus. Pour faire la guerre au virus en Guinée-Conakry, on a fait la guerre contre la population, alors qu'on aurait pu s'appuyer sur elle et faire que les logiques de protection et de confinement nécessaires à la maîtrise de l'épidémie, eh bien ces processus-là, on aurait pu les faire avec les populations plutôt que contre elles. Et c'était le sens de ces deux petits diapos que je vous présentais, la face et la pile. Bon d'ailleurs, merci. Oui, je vous avais dit donc Frédéric Lemarcy allait nous apprendre des choses très surprenantes. Je pense qu'effectivement on ne voit plus l'épidémie Ebola du tout de la même façon après cette intervention. Et donc comme Frédéric vous le proposait, la place est aux questions de la salle. Éric Leblet. Concernant l'ostracisme dont subissent les guéris du sida d'Ebola, pardon, sachant qu'ils sont potentiellement encore contagieux, c'est un peu dur à dire, mais quelque part, c'est une mauvaise chose pour une bonne chose. Oui, alors évidemment, le problème, c'est. Au niveau épidémiologique. Voilà, ça dépend de quelle façon on pense. On pourrait dire que d'un point de vue épidémiologique, c'est une bonne chose, sauf que l'ostracisation, elle dépasse simplement la question du contact. Elle est dans le fait qu'ils sont complètement laissés de côté, ils ne participent plus aux activités agricoles, ils sont complètement sortis du tissu socio-économique, alors que ceux-là même sont ceux qui pourront aussi être des acteurs importants de la prévention et du maintien de la surveillance. Il faut bien imaginer que l'épidémie d'Ebola ne va jamais s'arrêter en fait. Ça va rester à un niveau endémique. Alors, il y aura peut-être plus de cas, mais sporadiquement, ça apparaîtra à droite, à gauche, et qu'en fait, la seule façon de gérer cette situation-là, c'est de développer ce qu'on commence à mettre en place, c'est-à-dire des comités de surveillance villageois, des comités communautaires. Or, comme dans le VIH, ce qui nous a appris le VIH, c'est que les meilleurs experts du VIH, c'était les malades. De la même façon, les meilleurs experts de la prévention contre Ebola seront tous des acteurs qui ont une expérience très proche de l'épidémie, qui eux peuvent parler de leur expérience et être des acteurs importants. C'est pour ça que l'ostracisation des malades, elle n'est pas bonne en fait, d'un point de vue épidémiologique. À courte vue, on pourrait dire oui, c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'ils aient de rapports sexuels et comme ça ils ne vont pas contaminer les autres. Mais il vaut mieux plutôt essayer de mieux comprendre les enjeux de la contamination, protéger la population et aider les individus à être acteurs de la protection, mais aussi de la surveillance générale de la population. Oui, Stéphane Barry me montrait qu'il y avait certains livres particulièrement intéressants, donc peut-être peut-il les présenter avant d'autres questions. Merci. Oui, alors si ça vous intéresse après pour approfondir le sujet, nous avons quelques ouvrages à disposition. Donc par contre, j'ai pas eu le temps de vous montrer à Frédéric, mais je pense que peut-être tu as regardé auparavant et qu'il y a quelques ouvrages qui peuvent nous conseiller. Et sinon, pour ceux qui sont curieux du sida, il y a ton propre bouquin qui est là aussi. Mais voilà, donc j'ai pris quelques ouvrages sur l'Ebola.
je me suis rendu compte qu'on trouvait une littérature en français qui est en fait très légère pour l'instant. Non, l'ouvrage de... Alors le mien, effectivement, c'est un must-read. Évidemment, toujours devrait l'avoir chez toi. Oui, mais... La chance est disponible ici. Le bouquin de Peter Piot est intéressant. Il vient de sortir en français, en fait. Il était sorti l'année dernière en anglais, avec un titre qui s'appelle No Time to Lose. Et alors, Peter Piot, il est intéressant. Vous voyez qui c'est, Peter Piot? Alors, Peter Piot, ça a été le premier directeur de l'ONU-SIDA. Donc c'est lui qui a été le premier constructeur de cette grosse agence qui est l'ONU-SIDA. Mais avant d'être à l'ONU-SIDA, il a fait partie, il était jeune laborantin, jeune biologiste, et il a participé à la découverte du virus Ebola en 1976. Et donc de ce bouquin est en deux parties. Une première partie qui est à la fois passionnante et terrifiante, et une seconde partie un peu chiante. La première partie concerne en fait la façon dont il a découvert le virus Ebola, et il raconte comment il se retrouvait au Congo à manipuler un virus dont à l'époque on ne savait pas à quel point il était mortel, juste avec des petits gants, sans protection, ni rien du tout. Ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, il raconte une situation où on a l'impression que, près de 40 ans après, on n'a pas beaucoup évolué, ni dans la connaissance de l'épidémie, ni dans les raisons qui font que l'Afrique a du mal à répondre à l'épidémie. Donc ça, c'est terrifiant. Le deuxième est un peu chiant parce qu'il raconte après son engagement au sein de l'ONU-SIDA, et là, ça devient un peu moins intéressant, où il raconte ses visites à droite à gauche, la rencontre avec Castro, la rencontre avec ceci, en se mettant un peu en scène, alors que, en ayant travaillé sur Ebola en Guinée, la première partie était vraiment très, très passionnante en termes de partage d'expérience. Après, sur l'épidémie, effectivement, les Français sont les grands absents en termes de littérature. En revanche, je me suis rendu compte en préparant ta venue qu'Ebola intéressait pas mal, puisque j'ai vu pas mal de conférences organisées. Par exemple, hier, il y avait eu la SPED sur ce thème. Il y a pas mal de cafés historiques en France qui travaillent sur Ebola, qui ont proposé des conférences sur le sujet. Donc j'ai été... alors, cet engouement, est-ce que c'est le côté ça terrorise et on va... Enfin, je sais pas comment, en général, c'est abordé sur le toit. Dans le commun des mortels, hein, pour moi. Alors, pour la petite histoire, la conférence d'hier, c'était le professeur Denis Malvi qui présentait l'épidémiologie d'Ebola. On fait partie de la même équipe en fait. Je suis le volet sciences sociales, lui le volet virologue, et c'est lui qui a l'initiative de l'essai du favipiravir qui a été testé par la France en Guinée pour résoudre le problème d'Ebola. Ceci dit, c'est assez drôle, moi j'ai travaillé en Afrique du Sud, mon livre c'est sur l'Afrique du Sud, j'y ai travaillé de 2001 à 2004. À l'époque, il ne se passait pas une semaine sans que je fasse une télé, mais au moins une radio ou un interview dans le journal. À l'époque, rappelez-vous, c'était l'époque où Thabo Mbeki refusait de donner des antirétroviraux en Afrique du Sud. Et ça faisait les gros titres de la presse internationale. Donc à ce moment-là, moi qui travaillais à l'époque en Afrique du Sud, j'étais souvent sollicité par les médias pour parler de ça. Et puis après, j'ai travaillé sur les Roms, j'ai fait quelques sous-ouest un petit peu à l'époque où j'ai travaillé sur l'immigration Rome ici à Bordeaux. Et sinon, je travaillais sur les essais cliniques sur le sida en Côte d'Ivoire. Et j'ai jamais eu un seul journaliste qui est venu me poser des questions. Pourtant, je pense que je faisais le même travail. La qualité de mon travail n'avait pas varié de ce que je faisais en Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire. Sauf qu'évidemment, les essais cliniques en Côte d'Ivoire, ça n'intéressait pas grand monde. Et là, c'est drôle parce que depuis que je suis sur Ebola, je n'arrête pas d'être sollicité par les journaux, la télé, les machins, en France, à l'étranger, au Japon, ça n'arrête pas. Donc on voit bien en quoi l'engouement pour un objet n'a rien à voir avec la qualité de ce travail. Je n'ai pas l'impression de faire un truc extraordinaire, en tout cas plus extraordinaire que ce que je faisais en Côte d'Ivoire. Par contre, il y a une vraie demande sociale qui est liée sans doute à la peur qu'a suscité le virus au début de l'épidémie. Enfin, rappelez-vous, en septembre, qu'est-ce qu'on disait? Le CDC avait dit, on a un peu déformé ce qu'il racontait, mais le CDC avait dit, si on ne fait rien, c'était en octobre, si on ne fait rien, non, c'était en octobre, si on ne fait rien aujourd'hui contre Ebola, octobre 2014, en janvier 2015, il y aura 1,4 million de morts en Afrique. 1,4 million. C'était la phrase qu'on citait pour dire vraiment il faut faire des choses. Sauf que la réalité, c'est que la citation du CDC, c'était
Si on ne change pas du tout le dispositif, et qu'on continue sur cette lancée-là, on aura 1,4 million de morts en janvier. Sauf que dès le lendemain, le dispositif est changé, et que du coup, les calculs basés à un tenté de modélisation de celui-ci, le lendemain, ils sont déjà faux. Par contre, ce discours alarmiste a permis de mobiliser les gens, et notamment parce qu'on s'est dit qu'il y a plein de morts, et demain, Ebola sera à nos portes. Rappelez-vous, c'était en novembre, un Guinéen, un migrant arrivant à Grenoble, a été abandonné par son passeur avec l'Italie, et il a dit, il est resté 2 jours sans manger, sans boire, et un jour, il finit par aller voir la police et leur dit « Oh, j'arrive d'Italie, je suis guinéen, qu'est-ce que je peux faire? J'ai soif, je ne sais pas où manger, je ne sais pas où dormir. » Qu'est-ce qu'a fait la police? Ils l'ont confiné, ils ont mis des barrières autour de lui, et c'est Samu qui est venu le chercher avec les tenues de cosmonaute, pensant qu'il y avait un risque Ebola. Complètement improbable et impossible, vu l'histoire historique de la personne, mais en fait complètement réaliste, car s'inscrivant dans un paradigme de peur et d'angoisse lié à Ebola, qui était celui de cette époque-là. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a compris que Ebola ne viendra jamais chez nous. Ebola n'est pas fini. Alors, ça s'est beaucoup calmé. C'est terminé à Monrovia, au Libéria. En Sierra Leone, il y a encore quelques cas, et en Guinée-Conakry, il y a des cas, et c'est en train un peu même de remonter à Conakry. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même tous à peu près compris que la grippe, c'est une personne avec la grippe, c'est 30 personnes infectées. Une personne avec Ebola, c'est une personne qui a 2 minutes. Et encore, pour infecter quand vous avez Ebola, je pourrais avoir Ebola maintenant et vous ne serez pas malade. C'est vraiment quand je suis au stade final, en train de vomir, de me vider de partout, d'avoir de grosses fièvres, ou quand mon corps est là, mon corps décédé. Si on enlève mon corps, 2 heures après, la sueur de mon corps décédé est encore porteuse du virus. Autant dire que pour attraper Ebola, c'est un veto quand même. Il faut vraiment s'occuper d'un malade en stade final. Donc très peu de chances que Ebola arrive chez nous. Et quand bien même Ebola arriverait ici, ce serait très vite confiné parce qu'on a un système de surveillance épidémiologique efficace. Donc on a moins peur, donc on en parle moins. Où en sont les essais cliniques? Et y a-t-il des risques éventuellement de mutation du virus qui pourraient renforcer les épidémies? Alors en fait, il faut savoir que Ebola, il n'y a pas un virus. Il y a Ebola Zaïre, il y a Ebola Congo, il y a Ebola Thaï. En fonction des lieux, on a découvert les virus. Certains sont plus ou moins virulents. Le Zaïre est assez virulent. Par contre, on est capable de retracer le circuit des épidémies, de savoir que donc le virus qu'on a en Guinée, il est venu du Zaïre. On ne sait pas comment, on pense par des migrations de chauves-souris. Mais donc ça, on est capable de le faire. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas vu de mutation du virus. Un virus, une fois qu'il existe, il ne s'est pas muté. Ce qu'il peut éventuellement faire, c'est plus il dure, moins il devient virulent. Mais on n'a pas vu une unité réelle. Première chose. Sur les essais, aujourd'hui, donc on a fait le favipiravir. Les résultats sont mitigés, plutôt pas géniaux. On sait que le favipiravir réduit la létalité des patients mis sous traitement s'ils sont pris précocement. Mais on sait, et ça on le savait dès le début, qu'une seule molécule ne suffira pas. Et se prépare dès maintenant un essai à fonction de molécules, le VMAP et le favipiravir. À côté de ça, les essais qui sont en place aujourd'hui sont des essais vaccinaux. Il y en a 3 en cours en ce moment entre le Libéria, le Monrovia, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Des essais vaccinaux qui visent à pouvoir répondre au moment d'émergence d'une épidémie en vaccinant dans les zones précises les populations. Et vraisemblablement, on ne dit pas beaucoup, il y a un investissement important des compagnies pharmaceutiques là-dedans. On me dit, c'est que demain, aujourd'hui, quand on va en Afrique, on est vacciné systématiquement contre la fièvre jaune. Demain, on aura sans doute Ebola. Donc il y a un marché extrêmement important autour des essais vaccinaux avec des sommes colossales d'argent. Et sur la recherche de molécules de médicaments, l'argument c'est de dire on soigne contre Ebola, mais la recherche financée au nom d'Ebola, en fait, elle va servir à beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font entre guillemets du Ebola, et en fait ils sont en train de travailler sur des molécules pour le cancer, pour des marchés beaucoup plus porteurs qu'Ebola. Un exemple, le favipiravir a été fourni par Toyama, qui est un laboratoire japonais qui appartient à la firme Fuji. Fuji, quand ils ont accepté de fournir leur molécule pour les essais, ils ont dit si ça marche, on donne gratuitement. Ce qui n'était pas un gros engagement parce que même gratuitement, si c'est 20 000 doses, c'est pas la mort pour Fuji. Par contre, le jour où ils ont annoncé ça, les actions de Fuji
ont monté en fait, donc il y a des enjeux de com, donc évidemment toujours des enjeux financiers extrêmement importants. Et si on veut agir contre Ebola, qu'est-ce qui peut être pertinent? Mettre un scaphandre. Je pense interroger les impensés, sortir d'une vision naïve de la réalité où il y aurait simplement des pauvres Africains et puis une Europe toute puissance qui pourrait faire quelque chose. Donc bien comprendre les enjeux politiques et économiques derrière ça avant d'agir, ça me paraît important. En termes de soutien, je pense qu'un enjeu important, j'en verrai trois enjeux importants. La question des systèmes de santé. La vraie réponse à Ebola, elle n'est pas dans la recherche d'un vaccin miracle, même si ce serait utile contre Ebola, elle est dans faire en sorte que le système de santé soit un vrai système de santé, capable de prendre en charge une épidémie. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, en 2016, qu'en Afrique, il n'y ait pas un système de santé avec des professionnels de santé qui soient payés, qui soient équipés pour répondre à ces dangers-là. Première chose. Deuxième chose, la question des survivants. Travailler à la reconstruction des liens sociaux et à faire des survivants, des sorties guéries, non plus simplement des victimes de l'épidémie, mais des acteurs de prochaines campagnes de prévention, en les aidant à retrouver une place légitime dans l'espace social. Deuxième point. Et troisième point, accompagner le retour à la normale des acteurs de la santé, des professionnels qui se sont donnés dans les centres de traitement et qui ont maintenant à négocier alors que les grandes organisations vont partir. Elles vont se retrouver seules à gérer l'après-Ebola. Et comme le disait une psychologue, entre guillemets, qui travaillait dans un centre de traitement à Ebola, qui nous disait en pleurs, est-ce qu'on va être puni pour ce qu'on a fait? C'est-à-dire puni pour les prises en charge un peu violentes qu'ils ont réalisées, dans lesquelles il n'y avait pas de choix, mais que le jour où MSF s'en va, ils vont avoir à gérer tout seuls et à être redevables par rapport à la population. Ça veut dire que l'OMS ne gère pas l'après-Ebola? Aujourd'hui, l'OMS réfléchit à l'après-Ebola en termes de questionnement sur le modèle. Est-ce que vraiment ce modèle des camps, cette prise en charge violente, est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? Ça, on réfléchit là-dessus. Sur la question des sorties guéries, aujourd'hui, c'est principalement entre la main des équipes qui font du suivi de corps. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un gros travail fait autour des suivis de corps pour comprendre les questions des mutations, de l'immunité, la résistance au virus. Il y a les agents asymptomatiques. Il y a des programmes de recherche épidémiologique de terrain pour identifier les clusters, tout ça. Mais il n'y a pas aujourd'hui de programme de l'OMS pour que vont devenir les survivants, les sorties guéries. Ni pour encore moins pour les agents de santé. Ça relève plutôt d'actions qui relèvent de, on pourrait penser à Esther par exemple, programme Esther Expertise France, qui s'occupe de soutenir le système de santé. L'UNICEF, qui va essayer de s'occuper de mieux travailler à la réinsertion des populations, mais c'est clairement pas une question qui fait sens pour les acteurs sanitaires. Ça relève de l'action peut-être des médecins du monde, des choses comme ça. MSF, c'est pas leur problème. Par contre, peut-être d'autres ONG de type Alima sont en train de réfléchir à des choses comme ça. Mais le propre des actions humanitaires qui soignent la vie, comme MSF, c'est nous on soigne les malades. Quand le malade est plus malade, on a fini notre boulot. Donc il faut que d'autres acteurs s'engagent. Sachez que vous êtes les 20 personnes à Bordeaux qui êtes maintenant dépositaires de ce savoir. Non, évidemment, aujourd'hui, se met en place il y a une économie, ce qu'on pourrait appeler une forme d'ébola-industrie, des colloques qui se mettent en place, des programmes, des financements. Donc là, je suis avec vous aujourd'hui. J'étais la semaine dernière à l'Institut Pasteur, un grand symposium, il y avait Peter Klopp qui était là-bas, sur targeting Ebola. On a discuté de choses comme ça. Il y a différents espaces où l'information commence à circuler. Mais il ne suffit pas que l'information circule. Après, sur l'Ebola comme une occasion et une opportunité saisie par différents acteurs, par exemple, sachez que l'Institut Pasteur, qui avait quitté la Guinée dans les valises de De Gaulle en 1958, est en train de se réinstaller à Conakry.
Ils étaient avant un Kinder, donc ça c'est à la connerie. Donc il y a des programmes qui se mettent en place. Là, évidemment, personne ne manquera l'occasion de faire ces choses pour le bien-être des populations, mais aussi, on peut aussi penser Ebola comme la seconde carrière de beaucoup de chercheurs. Ça relance, hein. Ebola, il y a de l'argent, c'est facile. Je suis devant vous aujourd'hui. Je ne fais pas que des Ebola, je vous rassure. Une dernière question dans la salle ou une intervention de conclusion de Stéphane Dame. Non, pas de conclusion, pas de question. Moi, ça c'est des détails techniques, après je rajoute pour finir, c'est tout. Je laisse conclure. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Alors tu vois, on passe de 120, 150 à 20, donc moi j'ai plein de surprises, hein, parfois. Mais merci pour ta conférence. Conférence que vous pourrez retrouver sur YouTube, donc nous serons plus nombreux à être les détenteurs du savoir. Quelques remerciements, donc merci à toi, merci au Club de la Presse, merci aux techniciens et au planeur de nous accueillir. Donc, et à la librairie Mola, toujours pareil, qui a gentiment proposé des ouvrages. La prochaine conférence, c'est le 25 juin. Voilà, jeudi, et on parlera d'une période d'apogée du cinéma français, le cinéma d'entre-deux-guerres, avec David Chantran. En attendant, donc, tout cela, vous pourrez le retrouver sur le Facebook. Bientôt, donc, la vidéo de cette conférence. Et puis encore, merci aux 20 courageux qui sont venus. Hein. Voilà. Bonne soirée.